Le pilote avait survolé le désert des centaines de fois, mais cette fois était différente. En dessous, au milieu de nulle part, se dressait un bâtiment abandonné et oublié. Il n'y avait ni route, ni signe de vie, seulement une ruine là où il ne devrait pas y en avoir. Pourtant, le plus étrange n'était pas la construction elle-même, mais ce que le pilote et son équipage allaient découvrir, une trouvaille qui allait bientôt faire la une des journaux. Jacques ajusta son casque en observant les dunes sans fin. Son travail consistait généralement en des relevés aériens de routine, rien de palpitant. Mais ce jour-là, sa géologue, Emma, remarqua quelque chose d'inhabituel dans le sable. Jacques suivit son regard et sentit une brusque tension dans son estomac. Là, dans l'immensité aride, se dressait une structure à 2 étages, manifestement construite par l'homme. Il fit virer l'avion pour mieux voir. Le bâtiment était réel, délabré, ancien, mais étrangement intact. Plus troublant encore, des traces fraîches menaient à l'intérieur et en sortaient. Quelqu'un était venu récemment. Poussé par la curiosité, l'équipage décida d'atterrir, bien que le bâtiment ne figure sur aucune carte. Lorsqu'ils touchèrent le sol sableux, un silence lourd s'abattit. La ruine se dressait devant eux, imposante et inquiétante. Dès que Jacques mit pied à terre, un frisson d'inquiétude le parcourut. Emma s'avança vers la structure, tandis que son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Les traces autour du bâtiment étaient nettes, trop récentes pour être dues au hasard. Le désert cachait rarement ses secrets, mais Jacques sentait que celui-ci devait rester enfoui. Près de l'entrée, il remarqua une empreinte à moitié ensevelie sous le sable. Plus petite et plus légère que les leurs, elle appartenait à quelqu'un d'autre. 2 types de traces se distinguaient à présent, celle d'un véhicule et celle d'une personne à pied. Ils avancèrent prudemment vers le bâtiment. La structure semblait devoir s'effondrer depuis des années, et pourtant elle tenait bon. Des fissures parcouraient les murs en béton décoloré, et des éclats de verre brisé pendaient encore aux fenêtres. Une porte métallique rouillée tenait à peine sur ses gonds, et étrangement, sa poignée ne portait aucune poussière, comme si elle avait été récemment utilisée. À l'intérieur, le silence était total. L'air y était anormalement frais, chargé d'une odeur de poussière et de renfermé. Le sable soulevé par leurs pas tournoyait lentement dans la lumière. Les murs étaient tapissés de cartes effacées et de papiers décollés, comme si ceux qui travaillaient là avaient fui précipitamment, ou avaient été forcés de partir. Le sol racontait une autre histoire, des empreintes superposées, certaines anciennes, d'autres récentes et bien nettes. Ils n'étaient pas les premiers à entrer ici, et probablement pas les derniers. Dans un coin, un bureau croulait sous les papiers. Une tasse renversée, son contenu desséché depuis longtemps, et un manteau jeté sur une chaise donnaient l'impression que quelqu'un comptait revenir. Tout indiquait une fuite soudaine. Parmi les documents, Jacques trouva un papier jauni portant la mention « Anomalie de nappe phréatique détectée ». Il s'agissait visiblement d'une étude géologique. Un carnet ouvert sur le bureau contenait une dernière note, écrite à la hâte, on nous a ordonné de partir. De tout fermer. Mais nous connaissons la vérité. Les armoires métalliques étaient vides, quelqu'un avait emporté les documents les plus importants, ne laissant que des fragments. Une série d'empreintes fraîches menait plus loin, vers un couloir étroit qui descendait sous le bâtiment. Malgré la peur qui montait, ils continuèrent d'avancer. Au bout du couloir, ils découvrirent une salle de stockage remplie de caisses et de boîtes. L'une d'elles, ouverte, était vide. À côté, une photo décolorée montrait un homme, une femme et un enfant devant ce même bâtiment. Au dos, un nom, Daniel Whitmore. Emma se figea. Whitmore était le nom de jeune fille de sa mère. Avant qu'elle ait le temps de réfléchir, un grondement brisa le silence. Dehors, un moteur approchait rapidement. Un vieux 4x4 rouillé s'arrêta brusquement devant la ruine. Un homme en descendit, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait les lieux. Son visage était dissimulé sous un large chapeau. Il tenait un long objet enveloppé de tissu et marcha droit vers l'entrée. Lorsqu'il pénétra dans le bâtiment et aperçut le groupe, son expression changea brusquement. De la stupeur, puis de la reconnaissance passèrent dans ses yeux lorsqu'il croisa le regard d'Emma. Il resta immobile, pâle, bouleversé, comme s'il voyait un fantôme. Ses lèvres murmurèrent quelques mots inaudibles tandis que son regard restait fixé sur elle. Qui qu'il soit, il connaissait manifestement sa famille, et le mystère de la ruine du désert venait de devenir bien plus personnel. L'air dans les ruines était lourd de poussière et de silence lorsqu'une voix faible le rompit enfin. L'homme se présenta comme Daniel, et ce nom frappa Jacques comme un fantôme du passé.
Emma se figea en l'entendant, Daniel Whitmore, un nom lié à l'histoire de sa propre famille. À mesure que la reconnaissance se dessinait, les yeux de Daniel s'adoucirent, empreints de regret. Il révéla qu'il était lié à la mère d'Emma, Sarah, toujours en vie. La révélation les laissa sans voix. Jacques se souvint des histoires sur la disparition de Daniel, survenue des décennies plus tôt, mais à présent, l'homme se tenait devant eux, vieilli mais déterminé. Daniel expliqua qu'il était resté ici, toutes ces années, pour découvrir la vérité sur ce qui s'était réellement passé dans le complexe. Les personnes qui l'avaient construit, dit-il, voulaient les faire disparaître. Quand leur secret avait été découvert, ils avaient tout arrêté. Lui, il était resté pour s'assurer que la vérité ne soit jamais ensevelie. La voix d'Emma trembla lorsqu'elle demanda ce qu'il était advenu des autres. Le visage de Daniel s'assombrit. L'entreprise avait effacé toute trace du projet, détruit les recherches et réduit au silence quiconque en savait trop. Il faisait partie de ceux qu'ils avaient voulu éliminer, un fantôme parmi les ruines, observant et attendant que quelqu'un le retrouve. Il avoua qu'il n'aurait jamais cru que ce serait sa propre famille. Guidant le groupe plus profondément dans le bâtiment délabré, Daniel leur montra les vestiges de sa vie passée. Derrière une armoire rouillée se trouvaient des dossiers poussiéreux et des carnets déchirés. Il expliqua qu'il avait travaillé ici comme chercheur, soi-disant pour étudier l'expansion du désert. Mais cette mission n'était qu'un mensonge. L'équipe avait découvert quelque chose d'alarmant, l'eau souterraine disparaissait à une vitesse inexplicable. En poursuivant leurs analyses, ils avaient trouvé la cause, une contamination. Une société déversait illégalement des déchets toxiques dans le sol, empoisonnant une source d'eau autrefois pure. Lorsque la vérité commença à émerger, l'entreprise fit taire tous les témoins. Daniel avait réussi à fuir avant qu'il ne le retrouve. Il raconta que Sarah, la mère d'Emma, avait été amenée à croire qu'il était mort, un mensonge destiné à la protéger. S'il était revenu, ils auraient tous deux été tués. Quand Jacques demanda pourquoi l'endroit n'avait jamais été démoli, Daniel expliqua qu'il restait debout parce qu'il cachait encore la vérité. Tant que personne ne posait de questions, le secret demeurait enfoui. Il les conduisit jusqu'à une porte métallique rouillée, qui s'ouvrit sur une pièce remplie d'étagères couvertes de boîtes, les derniers fragments de preuves que la société n'avait pas réussi à détruire. Parmi les débris, Jacques découvrit un vieux carnet contenant une carte dessinée à la main, couverte de marques rouges. Elle indiquait l'emplacement des véritables zones de déversement, à seulement quelques kilomètres de là. Sans hésiter, le groupe décida de s'y rendre. Ils traversèrent le désert brûlant jusqu'à trouver ce qu'ils cherchaient, un couvercle métallique rouillé, à moitié enfoui sous le sable. Lorsqu'ils l'ouvrirent, une odeur insupportable s'en échappa. En dessous, reposaient les preuves, des barils de déchets toxiques, cachés depuis des décennies. La vérité les frappa, ils venaient de mettre au jour le secret le plus sombre de la société. Déterminé à révéler la vérité, Jacques filma tout, les barils, les documents, les preuves d'années de tromperie. Il mit en ligne la vidéo avec une légende simple, ils ont menti. Voici la preuve. En quelques minutes, la publication devint virale. Les commentaires affluaient, la colère se propageait. Le téléphone d'Emma vibrait sans cesse, parmi les appels, celui de sa mère, terrifiée pour sa sécurité. Mais Emma resta ferme, la vérité devait éclater. Bientôt, les gros titres envahirent les journaux, scandale du déversement illégal de déchets révélé. Le gouvernement publia une déclaration, une enquête indépendante est en cours. Emma soupira, soulagée. Le pouvoir en place sentait enfin la pression. Mais Jacques, lui, voulait plus, il voulait des actions concrètes. Des manifestations éclatèrent à travers le pays. Des dirigeants démissionnaient, certains furent poursuivis en justice. Daniel murmura alors que, même 40 ans trop tard, la justice restait la justice. Peu après, des réformes environnementales furent adoptées, établissant de nouvelles réglementations pour empêcher de futurs scandales. Les ruines, autrefois symboles du mensonge, devinrent désormais celui de la vérité retrouvée et d'une justice longtemps attendue.